AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager contre la prostitution des mineurs, on va en parler avec votre invité Aziz Essadek, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine et psychologue clinicien. Évidemment, c'est une cause qui vous tient à cœur, Muriel. Oui, c'est un sujet extrêmement sérieux, un drame silencieux qui se joue sous nos yeux. D'après un rapport remis en 2021 à Adrien Taquet, alors secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, le nombre de mineurs exploités à des fins sexuelles a augmenté de 70% entre 2015 et 2020. Aujourd'hui, environ 15 000 enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance seraient victimes de ce fléau. L'association Agir contre la prostitution des enfants estime, elle, que 20 000 mineurs seraient concernés à l'échelle nationale. Et à l'échelle mondiale, l'abus sexuel des enfants figure parmi les crimes les plus lucratifs et touche jusqu'à 5% des enfants et des jeunes. Alors ce fléau prospère sur des terrains minés, bien sûr, par la précarité, les traumatismes passés et les nouvelles technologies. Oui, parce que les réseaux sociaux sont des outils de prédation redoutables qui permettent aux proxénètes de recruter et de manipuler les mineurs avec une facilité glaçante. Pour les victimes, pour ces enfants, les séquelles sont immenses. Traumatisme profond, souvent aggravé par un sentiment de honte et de stigmatisation qui les réduisent au silence, l'isolement qui les empêche de demander de l'aide, la précarité accrue dans un système qui peine à les protéger ou à leur offrir des perspectives de reconstruction. Ces jeunes, déjà fragilisés par des parcours de vie difficiles, se retrouvent piégés dans une spirale dont il est presque impossible de se sortir seul. Et bien que la France ait réaffirmé sa position abolitionniste avec la loi du 13 avril 2016, qui pénalise les clients, son application reste inégale et les ressources allouées, encore, est terriblement insuffisantes. Cette carence engendre des lacunes, notamment dans les dispositifs de réinsertion sociale. Alors, comment peut-on espérer une reconstruction quand on doit affronter seul la précarité, un faible niveau de scolarisation et des traumatismes non résolus ? Pour prévenir la prostitution des mineurs, il est impératif, disent tous les spécialistes, de s'attaquer aux facteurs de vulnérabilité, souvent interconnectés, qui les exposent à ce danger. Antécédents de violences sexuelles et physiques, famille dysfonctionnelle, exposition précoce à la pornographie ou comportement sexuel à risque, consommation de drogue et d'alcool, fugues répétées, difficultés relationnelles et incapacité à se protéger de relations toxiques, mauvaise estime de soi, dépression, solitude, naïveté. La lutte contre la prostitution des mineurs ne peut se limiter à des discours, elle exige un système de prévention efficace, capable d'identifier et de neutraliser les risques à la source. Et, bien sûr, des dispositifs solides de prise en charge pour offrir aux victimes, enfin, une véritable chance de réparation et de reconstruction. Eh bien, on en parle avec votre invité Aziz Essadek. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes psychologue clinicien et maître de conférence à l'Université de Lorraine et vous êtes l'invité de Muriel Réus. Bonjour Aziz. Bonjour. Alors, vous avez travaillé, exercé, peut-on dire, 7 ans au sein de la protection de l'enfance. Est-ce cela qui a, d'une part, vous a conduit à vous spécialiser dans la maltraitance infantile et la prostitution des mineurs au sein de l'ASE? Et est-ce que cela qui a influencé vos recherches actuelles? Oui, effectivement, c'est exactement ça. Donc, j'ai travaillé dans un service d'aide éducative en milieu ouvert sur le site de l'Île-de-France. Et à l'époque, je faisais une thèse de doctorat sur un tout autre sujet, les sportifs de haut niveau et l'agressivité. Et en fait, mon travail de psychologue dans le cadre de la protection de l'enfance m'a confronté à des mineurs en situation de prostitution, face auxquels j'avais pas de solution. J'étais très démuni dans ce que je pouvais leur proposer, et l'institution l'était également. C'était en 2014, et en fait, je finissais ma thèse de doctorat et j'ai tout de suite pris l'initiative de travailler, de mener des projets de recherche pour essayer d'apporter des réponses aux questions du professionnel que j'étais. Alors oui, parce que les chiffres, on a des chiffres globaux, mais on a difficilement des chiffres et des éléments extrêmement précis sur ce qui se passe de façon très précise à l'ASE, et puis sur ce sujet particulier de la prostitution. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez ces éléments, par exemple, sur l'aperçu de la prostitution des mineurs en France et en particulier à l'ASE, en termes d'âge, par exemple, de genre ou d'origine sociale? Alors, je pourrais pas répondre à l'ensemble des questions que vous m'avez posées, mais je le ferai j'essaierai de répondre à l'ensemble des éléments, parce que il y a une surreprésentation de certaines classes sociales
au sein de la protection de l'enfance. Voilà, c'est des enfants qui viennent du milieu défavorisé, exactement. Grosse précarité. Les CSP+, par exemple, ne sont moins représentés. C'est pas qu'ils commettent moins de violences éducatives ou de violences physiques et sexuelles sur les mineurs, mais ça se passe dans d'autres instances, notamment les enfants sont pris en charge par des psychologues ou des psychiatres dans le privé, et donc ça peut échapper à la protection de l'enfance. En revanche, il y a un chiffre sur les garçons que vous m'avez indiqué quand on a préparé cette conversation. Vous dites que la prostitution des mineurs au sein de l'ASE indique que 23 à 24% des mineurs concernés sont des garçons. Et ça, c'est une estimation supérieure aux estimations nationales. Oui, tout à fait, parce que alors, les estimations nationales sont aussi basées sur la prostitution adulte et pas sur la prostitution des mineurs. Et effectivement, on a dans la prostitution adulte plutôt entre 5 et 9% d'hommes qui se prostituent. Et là, c'est vrai que les données sur lesquelles j'ai pu travailler en 2020 sur une cohorte qui rassemble 1315 mineurs de l'aide sociale à l'enfance, on avait une proportion de garçons qui étaient en situation de prostitution bien supérieure aux études antérieures qu'on a pu voir. Et pourquoi, alors d'après vous, pourquoi plus de garçons que de filles? Parce que spontanément, on pourrait penser que c'est plutôt... Non, il y a plus de filles quand même. On a quand même 78% de filles, mais on a 25 sur 100%, 25% sont des garçons, approximativement. Hein. Mais 75% sont des filles. Donc on a quand même une proportion de garçons qui est surreprésentée par rapport à nos estimations antérieures. Alors, évidemment, ces chiffres sur la prostitution, on les a donnés tout à l'heure. Est-ce qu'on a une idée, je ne sais pas si vous allez répondre à cette question, si vous avez des éléments, mais pour qu'il y ait prostitution, il faut consommateurs. Donc, qui sont ces consommateurs? Qui sont ces hommes et peut-être ces femmes, je ne sais pas, qui abusent de ces enfants? Est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, un parallèle avec les réseaux de drogue? Enfin, je ne sais pas. Alors, par rapport au profil des consommateurs, pour être transparent, ça fait pas partie de mes recherches, mais je sais qu'Hélène Pohu, qui est une sociologue, a travaillé sur ces thématiques. Bénédicte Lavaux-Legendre, qui est une chercheuse au CNRS en droit pénal, a travaillé sur ces thématiques. Et malheureusement, ce qu'on peut avoir comme élément de réponse aujourd'hui, c'est que le profil... en fait, il n'y a pas de profil. C'est une population tout venant d'adultes, de mineurs aussi, dans toutes les classes sociales de la société et dans toutes les professions. Un peu, on pourrait faire une analogie au procès de Pénicaud qui est actuellement, où on se rend compte qu'il n'y a pas de profil type de l'agresseur sexuel dans le cadre de ce procès. C'est pareil pour la prostitution des mineurs. Alors, est-ce que les professionnels de l'ASE qui sont confrontés à ces difficultés, qui sont d'énormes difficultés, est-ce que vous avez, pour y avoir passé 7 ans, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont suffisamment formés pour identifier et intervenir dans ces situations ? Alors, je vous aurais pas répondu qu'ils étaient suffisamment formés il y a 7 ans, ce n'était absolument pas le cas. Aujourd'hui, ils le sont un peu plus. Depuis que j'ai quitté la protection de l'enfance, il y a plein de protocoles qui se sont mis en place. Il y a eu les pouvoirs politiques qui ont quand même bougé avec la loi Taquet qui a beaucoup mobilisé sur cette thématique. Il y a de plus en plus de formations qui ont été réalisées par notamment la CPE qui a été moteur sur ces formations. Il y a des programmes de formation, des programmes de communication. Je pense à un projet international qui s'appelle Jéricho, qui est mené par Piste Solidaire, qui cherche à diffuser des éléments en lien avec cette thématique. Donc, il y a de plus en plus de choses qui sont en train de se réaliser. Par contre, les professionnels ont encore énormément d'éléments à apprendre. Et c'est quoi les obstacles qu'ils rencontrent, les principaux obstacles quand on est dans un foyer et qu'on sait pertinemment qu'on a une population de filles et de garçons qui s'adonnent à la prostitution? Le premier obstacle, c'est la violence du réel. Quand vous êtes un professionnel, quand vous êtes un adulte et que vous avez des mineurs qui sont victimes de violences sexuelles dans le passé et qui répètent à travers des actes prostitutionnels ces violences sexuelles, ça génère des phénomènes de sidération chez tous les adultes qui les accompagnent. Que ce soit la famille, que ce soit les forces de police dans le cadre des enquêtes, ou que ce soit les professionnels du travail social et même nous psychologues. À un moment donné, cette violence, elle nous sidère et donc ça nous invite à réfléchir à comment on les accompagne. Et cette réflexion, comment on accompagne ces mineurs, c'est quelque chose de nouveau. Et vous avez des outils ou des préconisations sur cet accompagnement ou...
Non, sur l'accompagnement, sur le repérage, oui. Sur le repérage, donc sur des éléments de prévention, on commence à avoir des éléments. Par exemple, on connaît les variables qui peuvent possiblement prédire, ou plutôt qui sont associés à des antécédents de traumatisme. Des mineurs qui ont été victimes de violences sexuelles dans le passé, c'est un élément très important à prendre en compte dans le risque d'exploitation sexuelle. Les mineurs qui ont été exposés à différentes formes de maltraitance, des violences physiques, des violences verbales, exposition à des violences intrafamiliales, mais aussi, et puisque ça reste quand même la variable la plus importante, à des violences sexuelles, ça doit être des éléments dans les dossiers en protection de l'enfance qui doivent alarmer les professionnels sur ce futur éventuel risque d'exploitation sexuelle. D'ailleurs, quand vous interrogez ces enfants, ils ne parlent pas de prostitution, ils parlent de michetonnage, ils parlent d'escorting. Est-ce que c'est une façon de se protéger que d'utiliser ces termes ? Oui, c'est aussi symboliquement le fait de ne pas convoquer la prostitution ou l'exploitation sexuelle, qui sont, d'un point de vue sémantique, des termes très forts. Le terme de michetonnage renvoie l'idée que le client est le pigeon de l'histoire. Donc ça renvoie, ça inverse, j'ai envie de dire, les éléments de trauma, parce qu'au final, c'est les mineurs qui vont être victimes des violences sexuelles de cette situation, mais ça leur donne l'illusion qu'elles sont en train de pigeonner le client. Et qu'ils maîtrisent la situation. Exactement. Et d'ailleurs, vous êtes aussi chercheur à l'Université de Montréal, et là-bas, la terminologie est extrêmement importante. D'ailleurs, au Canada, on parle d'exploitation sexuelle des enfants pour insister sur le caractère non consenti des actes. Est-ce qu'il faudrait en France aussi revoir peut-être la terminologie liée à cette exploitation ? Oui, tout à fait. Au Canada, la loi a changé en 2015 pour parler quasi exclusivement d'exploitation sexuelle des mineurs. On ne parle plus de prostitution, car la prostitution peut, notamment dans l'inconscient collectif, peut renvoyer au fait que la personne qui se prostitue est en accord avec les actes qu'elle est en train de réaliser. Or, s'il y a des débats actuels sur la prostitution des adultes, sur la prostitution des mineurs, la loi est catégorique. Depuis 2002, la prostitution des mineurs est interdite, que ce soit en France ou à travers le monde, sauf que les chercheurs internationaux, notamment aux États-Unis, en 2013, ont stipulé que l'exploitation sexuelle se prêtait mieux comme terme sémantique, parce que les mineurs étaient soit victimes d'un réseau dans lequel ils étaient dans lequel ils sont, ou soit ils sont victimes de leur propre parcours, c'est-à-dire les conséquences des traumas qu'ils ont pu subir, et notamment des violences sexuelles que j'ai pu mentionner tout à l'heure. À quel moment il faut les informer, ces jeunes ? C'est-à-dire, à quel moment de leur parcours éducatif ou scolaire faut-il les alerter sur ces risques de prostitution ? Voilà, ça c'est une question, je vous cache pas que je sais pas si je pourrais y répondre. Aujourd'hui, sur la prévention, on est encore un peu loin de ces questions. Après, il y a des protocoles de prévention qui ont été mis notamment au Canada, qui n'ont pas forcément fonctionné. Comme lesquels, par exemple ? Il y a un protocole qui s'appelle Mon corps, c'est mon corps, qui existe depuis 1985, donc ça a 40 ans pratiquement, qui a permis quand même aux jeunes de permettre de mieux communiquer sur ces violences, mais ça n'a pas pour autant réduit les agressions. Et les réseaux sociaux, alors j'en ai parlé tout à l'heure, ils jouent un rôle assez fondamental. Quelle est votre vision, vous, sur l'utilisation des réseaux sociaux par ces jeunes et cet aboutissement, et le fait que les proxénètes s'en servent de cette façon, avec une facilité déconcertante ? Ce matin, je vous disais tout à l'heure aussi que j'étais à une soutenance d'HDR d'une chercheuse qui travaille sur des thématiques très proches sur les violences sexuelles, notamment chez les adolescents, qui s'appelle Marion Robin. Et pendant cette soutenance d'HDR, il a été mentionné que l'utilisation du téléphone portable, notamment, plus il y a une utilisation importante chez les adolescents, plus la représentation de soi va être négative. Donc ça va avoir un impact considérable au final chez ces adolescents, et ça va être au final des stratégies pour les personnes qui exploitent ces mineurs. C'est des accélérateurs de rencontres, c'est des accélérateurs de phénomènes, et en ça, malheureusement, les réseaux sociaux
amplifie le risque. Alors, pour être transparent, moi je suis pas expert de la question des réseaux sociaux, mais les collègues qui travaillent sur ces thématiques, c'est ce qu'ils soulignent, c'est que ça amplifie ce risque. Alors, sur votre expertise précisément, comment pensez-vous que vos travaux peuvent contribuer à formuler des recommandations concrètes? Est-ce que vous attendez, vous espérez que ces travaux influencent les politiques publiques, par exemple, les politiques de santé, les politiques de prévention? Oui, plutôt les politiques. Aujourd'hui, c'est plutôt les politiques de prévention sur le repérage des situations à partir du moment où l'adolescent ou l'enfant est placé. Très clairement, ce que je mets en avant dans mes recherches, c'est que c'est des enfants qui sont placés, en tout cas en protection de l'enfance. Je parle de l'exploitation sexuelle en protection de l'enfance. C'est des enfants qui sont placés plus tardivement. Donc peut-être que la maltraitance auquel ils ont été exposés a été repérée plus tardivement. Peut-être que les situations d'adversité auxquelles ils ont été confrontés n'ont pas été verbalisées, parce que, comme je vous l'ai dit, ça sidère, notamment auprès des familles et des professionnels. Mais à partir du moment où le dossier arrive au juge des enfants, dans les services de la protection de l'enfance, quand on peut repérer 3 éléments de maltraitance, dont un est une violence sexuelle, ça doit être un indicateur du risque d'exploitation sexuelle. Et ça devrait, je pense, être une réflexion systémique pour les professionnels, pour réduire ce risque et pour être aux alertes par rapport à ces situations. Vos travaux seront disponibles, accessibles? Alors, une partie de mes travaux sont déjà disponibles sur le JIP Justice, et d'autres recherches sont en cours de publication, notamment dans des revues scientifiques. Bon, on va recommander à tous les parents qui s'interrogent sur ce sujet ou qui ont des doutes sur les activités de leurs enfants et qui ont envie de les protéger, de s'intéresser à ce travail formidable que vous faites. Et je vous remercie, Aziz, pour cette conversation ce matin. Merci à vous. Juste un chiffre, on a une idée du nombre de mineurs qui se prostituent en France en ce moment, aujourd'hui? Ah oui. Oui, la CPE avance 20 000 mineurs, mais on pourrait supposer que c'est bien plus. Les données internationales parlent de 40 à 50% en protection de l'enfance et de 1 à 4% en population générale. Ouais, c'est considérable. C'est des données qui sont considérables. Mais on en reparlera, pourquoi pas avec vous. Merci beaucoup, Aziz Essadek. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien et maître de conférence à l'Université de Lorraine. À bientôt, Muriel Raus. À la semaine prochaine, sur Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Raus. Avec AGPI, association d'assurés engagés et responsables.